ccfd-terresolidaire.org. CCFD Terre Solidaire, tous humains contre la faim. Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. Nous sommes à 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle et nous avons choisi ce midi d'évoquer la question de la crédibilité des politiques, mais aussi des journalistes. Leur code de confiance près du public est au plus bas. Comment expliquer cette fracture? On va en parler dans un instant avec nos invités, à savoir Jean-Christophe Lallet de Ouest France. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Philippe Thomas de France Bleu Normandie. Bonjour Philippe. Bonjour Franck, bonjour à tous. Christophe Boutin, politologue. Bonjour. Bonjour. Et avec nous en duplex d'Alençon, la sénatrice Nathalie Goulet qui vient de déposer une proposition de loi contre les fake news, les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Bonjour. Chonu nous accompagne. Bonjour Chonu. Mais Franck, vous parlez des fake news. La première fake news, y a-t-il un cabinet noir à l'Élysée? On va le savoir tout de suite. On ouvre la porte. Non, vous voyez, il n'y a pas rien de grave. Il n'y a jamais eu d'écoute à l'Élysée. Il faut arrêter avec ces bruits de chiottes, quoi. C'est vrai, c'est pénible. Faire toute la lumière sur cette affaire. Voilà, je précise que vous pouvez réagir durant cette émission sur la page Facebook de France 3 Normandie. Quel regard portent les Normands sur la presse aujourd'hui, sur les pratiques, sur les liens avec les politiques? On leur a posé la question, c'est notre rubrique, c'est vous qui le dites. Avez-vous confiance dans la presse? Oui. Et heureusement qu'elle est là. Je pense dans le contexte actuel, on a besoin d'être informé. Je suis très méfiante, toujours, vis-à-vis des journalistes. Des fois, oui. On ne peut pas être à 100% sûr. Pas assez de recul, je pense, dans la remise des informations. Il y a plein d'informations qui ne sont pas forcément vraies. On ne sait pas trop l'origine et tout. Faut-il sanctionner les auteurs de fausses infos? Oui. Je pense que c'est un danger pour la démocratie. Encore déjà, il faudrait prouver que c'est des fausses infos. C'est toujours le problème, quoi. La période dans laquelle on est, proche des élections, etc., ça peut entraîner des conséquences importantes sur du long terme. C'est plus compliqué, les réseaux sociaux. On a le droit de dire n'importe quoi et d'écrire n'importe quoi? Non, je pense pas, mais je pense que ce serait difficile déjà de voir, de savoir qui a écrit. C'est pas qui a écrit ça. Des fois, on se fait pirater son compte. Les journalistes sont-ils complices des politiques? Non. Je pense qu'il y a une grande indépendance et il faut favoriser encore cette indépendance. Parfois, on se pose la question pour certains d'entre eux. Pas tous, mais ça peut arriver. J'espère pas, non. Il a son opinion, ce qui est tout à fait normal, mais je trouve qu'il a fait trop passer. Peut-être il y a quelques-uns, mais on ne peut pas être sûr à 100% parce qu'il y a qui montrent bien les informations. Je pense que oui, certains oui. Peut-être pas tous. Voilà, micro-crottoir écrit Chonu à l'instant. Politique et journalistes sont-ils complices d'un même système? C'est la question que l'on peut poser et puis qui alimente les débats en ce moment. D'ailleurs, c'est ce que veulent faire croire certains candidats. On va poser la question à Nathalie Goulet, la sénatrice de l'Orne. Est-ce qu'il y a un système? Les relations journalistes-politiques existent, mais est-ce qu'ils sont complices? Écoutez, à mon niveau, je ne suis pas très sûre de pouvoir vous apporter une réponse. Je ne suis pas dans les hautes sphères de la politique nationale. Je suis qu'un sénateur d'un département rural. Mais quand on parle du système, justement, parce que c'est ce qu'on entend, système, complot, connivence entre journalistes, écoutez, politiques, je pense qu'il faut... Non, mais si vous voulez, je pense qu'il faut être deux pour danser le tango. C'est-à-dire que la défiance à l'égard des politiques, la défiance à l'égard de la presse procède du même sentiment, c'est-à-dire que les Français sont déboussolés, ils n'ont pas confiance dans leur politique, ils doutent dans les journaux parce que tous les jours vous avez les liens entre la presse, la concentration de la presse, les liens entre certains politiques et les journalistes, et des grands capitaines d'industrie qui sont aussi propriétaires de journaux et qui sont aussi impliqués dans la politique. Tout ça nuit à la crédibilité de l'ensemble. Alors justement, on va poser la question à des journalistes sur ce plateau. Jean-Christophe Lallet, il est écrit en
tête de Ouest France, Justice et Liberté. Est-ce qu'on peut dire que cette campagne présidentielle casse un peu les principes ? Oui, je crois qu'elle les casse dans beaucoup de domaines. Je pense que Christophe Boutin pourra nous le dire encore mieux que moi. Mais et alors notamment sur ces relations où les choses sont assez violentes finalement. On va en parler tout à l'heure. Je crois dans certains meetings, nos confrères se font un peu secouer, pour le dire gentiment. Donc c'est vrai que c'est des choses. Je ne crois pas qu'en France on a déjà vu ça. Mais il y a un côté aussi très paradoxal dans ce qu'on a écouté tout à l'heure. Il y a le côté journaliste politique. Tous dans le même sac. Et il y a aussi, quand les journalistes sortent des affaires, ils sont très vertement critiqués parce que, soi-disant, ils sont trop violents contre les politiques. Donc c'est un peu schizophrénique chez les auditeurs et les lecteurs. Christophe Boutin, vous êtes un observateur de la vie politique régionale depuis de longues années. Quel est votre ressenti par rapport à cette campagne si étrange, certains disent, où les journalistes et les juges, Jean-Christophe y faisait allusion il y a un instant, sont montrés du doigt. On a deux éléments à prendre en compte. Il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est qu'effectivement, dans les sondages qu'on a, c'est de manière assez claire, il y a une méfiance envers les journalistes. Lorsqu'on demande aux Français si les journalistes sont de parti pris, ils répondent oui. Ils sont de parti pris en faveur de Macron. Ils sont de parti pris en défaveur de Marine Le Pen. Ça, c'est le premier élément, donc l'idée des journalistes de parti pris. Et curieusement, ces journalistes de parti pris, ça renforce parfois certains politiques. On l'a vu avec la campagne de Trump en Amérique, le journaliste n'est plus un prescripteur et à la limite même, il devient un anti-prescripteur. C'est-à-dire que celui qui s'estime attaqué par les journalistes gagne des points en expliquant qu'il est attaqué par les journalistes. Donc il y a un jeu pervers où on estime qu'on est mis en cause pour gagner les voix des électeurs. Est-ce que c'est une campagne à l'américaine, justement ? Est-ce qu'on aurait pu imaginer une telle campagne présidentielle ici en France ? On est montré du doigt dans les autres pays. Les chaînes de télévision en parlent beaucoup. Philippe Thomas, à l'échelle régionale, est-ce qu'elle est plus difficile à traiter, cette campagne présidentielle, que les autres ? Oui, elle est plus difficile, elle est plus compliquée. On voit que notamment concernant François Fillon, certains politiques à droite aujourd'hui ne souhaitent pas trop s'exprimer. À gauche, c'est compliqué entre Benoît Hamon et Emmanuel Macron. On sait qu'il y a des législatives ensuite. Certains candidats ne savent pas, notamment au PS, vers qui ils vont aller pour les législatives. Et aujourd'hui, préfèrent ne pas parler, ne pas s'exprimer. Donc on voit que c'est un peu compliqué. Puis concernant effectivement les politiques, la méfiance, on reproche aussi aux journalistes de ne pas avoir vu le Brexit, de ne pas avoir vu Trump. Et un exemple aux États-Unis, quand on parle très rapidement de la concentration des médias, il y a 10 ans, il y avait 55 000 journalistes aux États-Unis. Il y en a 35 000 aujourd'hui, 20 000 de moins en 10 ans. Et c'est essentiellement les journaux régionaux qui ont souffert. Et donc, on a une concentration du pouvoir journalistique, des journalistes notamment dans les grandes villes aux États-Unis. C'est le cas aussi à Paris. Et donc, forcément, il y a un décalage à un moment entre ce que peuvent rapporter certains médias et ce que ressent la population. Et quelles informations on peut rapporter ? Où on va chercher l'information, justement ? Qui on croit ? Qui on lit ? Nathalie Gaulet, vous avez déposé il y a quelques jours une proposition de loi qui vise à punir les auteurs de fausses informations, ce qu'on appelle les fake news. À partir de quand ? Alors, on va faire du b.a.-ba pour commencer. À partir de quand on décide ou on décrète que c'est une fausse information ? Alors, si vous voulez, le texte a évolué parce que j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs qui défendent notamment la liberté sur le net et qui m'ont dit, dans le cadre de critiques fermes et constructives, vous allez dénoncer les fausses nouvelles et donc vous allez les remplacer par des nouvelles que vous allez qualifier de vraies, c'est-à-dire la vérité officielle. Mais qui décide ? Évidemment, c'est pas du tout mon objectif. Voilà. Attendez, non, mais je vais terminer. C'est pas du tout mon objectif. Mais vous avez eu pendant la campagne américaine, en France, encore il y a quelques jours, de façon virale sur les réseaux, par exemple, les journaux danois et suédois ont décidé aujourd'hui de ne pas faire de blagues du 1er avril. Parce qu'il y a tellement de fausses nouvelles qui circulent qu'ils ont peur que ces nouvelles, ces blagues du 1er avril deviennent virales et que des gens y croient. Mais si c'est une blague autour du 1er avril, ça n'a pas forcément de conséquences. Oui, mais les gens ne font pas la différence. Il y a beaucoup plus grave. Vous dites que les fausses informations, je reprends ce que vous avez déclaré cette semaine, peuvent amener au drame. Oui, bien sûr. Vous avez par exemple un exemple très simple qui est ce café dans la banlieue parisienne qui aurait été interdit aux femmes, ce qui n'a jamais été vrai. Et dont les journalistes, d'autres journalistes ont démontré par A plus B que c'était absolument faux et que c'était une fausse nouvelle. Il y en a beaucoup d'autres. Hier, Pierre Fillon, maire d'une commune de Savoie, reçoit 1 million d'euros des Émirats pour des aménagements dans son bourg. Et une nouvelle est sortie disant que c'était le frère de François Fillon.
Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a un problème de vérification de l'information, mais moi je fais une très grande confiance aux journalistes dans l'ensemble. Il y a effectivement les décodeurs de l'info qui interviennent a posteriori, mais il y a surtout vous et moi, avec notre appareil portable, qui prenons une vidéo, etc., qui la postons et qui devenons quelque part des vecteurs d'information. Des vecteurs d'information, pas forcément des journalistes, Absolument. justement. Et c'est ça qu'il faut rappeler. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Ce qui est étonnant, Philippe Thomas, pour malgré tout, c'est que les gens, on l'entend, critiquent les journalistes. Ils ont raison d'être méfiants, de vérifier, etc. Mais en même temps, ils prennent les informations souvent pour argent comptant. Et la première chose à faire, c'est de se demander quelle est la source d'information. Et pourquoi un tel ou un tel aurait peut-être intérêt à sortir cette information pour déstabiliser, par exemple, un adversaire politique. Donc, oui, mais c'est peut-être pas... Allez-y, c'est peut-être pas, je vous coupe, mais c'est peut-être pas... Oui, mais c'est peut-être pas au lecteur de vérifier. C'est quand même aux journalistes qui publient. Pas de vérifier, mais de regarder la source. Voilà. S'interroger, en tout cas, qui publie l'info. Voilà, moi j'ai présenté ça à Londres à Christiane Amanpour, à CNN, avec qui j'en ai parlé parce que je la connais un peu, qui m'a dit, chez nous ça ne nous intéresse pas, avant de publier chez CNN, on vérifie 4 fois. Mais moi je ne mets pas du tout en cause les journalistes. Hier on a eu un tour de table avec le syndicat national des journalistes, et moi je ne mets pas en cause les journalistes. On a bien compris, effectivement, que vous attaquiez plutôt aux réseaux sociaux, à ceux qui colportent ces mauvaises informations, que ce soit les auteurs, les diffuseurs. C'est vrai qu'il y a un vrai problème. Après, c'est une question de tuyaux qui sont nouveaux. Enfin, maintenant, ils sont plus nouveaux. Les réseaux sociaux, les Facebook, les Google, etc. Et il y a quand même un vrai problème et une responsabilité de ces géants de l'Internet qui ne veulent absolument pas rentrer dans un système, justement, d'enlever la fausse information qui a été dénoncée, etc. Donc, c'est quand même eux qui tiennent la main là-dessus. Donc, les journaux, on parlait de décodeurs, il y a d'autres systèmes qui se sont mis en place. Ouest France fait partie d'un réseau qui s'appelle Crosscheck, où il y a 37 médias français qui toutes les semaines, vont vérifier les informations et sur leur site les dénoncent et rétablissent, pas une vérité, parce que c'est pas forcément le terme, mais en tout cas rétablissent une forme de vérité. Donc tout le monde s'adapte, mais les tuyaux, ils sont aux mains de ces grands de l'Internet. Est-ce qu'il faut passer par la loi, justement, pour contrôler les choses, pour un peu crédibiliser les informations, Christophe Boutin ? D'abord, c'est délicat pour 2 éléments. D'abord, je rappelle que les libertés individuelles sont très largement protégées et qu'en la matière, la liberté d'expression est une des libertés majeures. C'est le premier élément. Deuxième élément, dans une démocratie, il y a un présupposé, c'est que les citoyens, qui sont les destinataires de l'information, ont un esprit critique, sont capables de faire un jugement, peuvent faire un raisonnement normal. Et donc, ils sont à même d'apprécier si la nouvelle qu'on leur donne est totalement erronée ou ne l'est pas. Alors, c'est une campagne. Il n'y a pas une responsabilité aussi. Philippe Thomas, simplement, je vous annonce, chacun votre tour. Philippe Thomas pour France Bleu. Nathalie Goulet, est-ce que les politiques aussi ont une part de responsabilité ? Quand Jean-Pierre Raffarin fait applaudir au Futuroscope dans un meeting de François Fillon contre les journalistes, est-ce que là, il n'y a pas aussi une part de responsabilité, c'est un exemple parmi d'autres, de politiques qui remettent en cause les journalistes Ce qui est jamais vu dans une campagne électorale. Non, mais justement, mais moi je voudrais vraiment mettre cette campagne électorale entre parenthèses de nos discussions parce que le sujet vaut par lui-même. Et je crois que la campagne électorale telle qu'on la vit aujourd'hui sera étudiée à Sciences Po comme étant un ratage majeur de notre système. Est-ce que ça vous choque ? La question que posait Philippe Thomas, justement, est-ce que ça vous choque ? Oui, ça me choque. Oui, ça me choque parce que c'est pas le rôle et c'est pas les journalistes qui ont créé de toutes pièces les affaires qui sont sorties et surtout pas le Canard enchaîné qui en général a des sources assez sûres. Donc moi ce que je veux simplement vous dire tout à l'heure, c'est que je pense que la loi n'est pas forcément le bon vecteur. Mais en tant que parlementaire, c'est le seul que j'ai pour pouvoir ouvrir le débat. Bon, donc le texte a évolué avec notre... Ça ne sera pas facile à faire voter parce qu'on comprend bien qu'il y aura non, mais ce ne sera pas voté, mais ce n'est pas grave. Ouais. Non, mais ça n'a pas d'importance. Faire une proposition de loi qui n'est pas votée, ça aboutit à quoi ? Non, mais il y en a des centaines de milliers tous les jours. Ce qui est important, c'est que cette proposition fasse réagir, qu'on puisse en discuter. Ça a permis d'ailleurs de faire émerger l'idée de l'éducation aux médias comme grande cause nationale. Et là, je pense que c'est très important. Vous avez dans l'Orne le bureau Information Jeunesse qui fait un boulot formidable comme décodeur du vrai et du faux.
Parce que là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus concret. Jean-Christophe Et je Lallet. pense que ce qui est important, c'est de débattre. Alors, justement, comment éduquer le lecteur, le téléspectateur à la bonne information? Parce qu'il s'intéresse. Quand on regarde, je m'excuse de reprendre l'exemple de la campagne présidentielle, mais les gens suivent cette campagne. On n'est pas sûr qu'ils aillent voter, puisqu'il y a un tiers des gens qui disent que finalement, ils ne vont pas se déplacer au premier tour. Mais il y a 80% des Normands, c'était un sondage Ipsos le 20 mars dernier, qui disent on s'intéresse à cette campagne présidentielle, on va chercher des informations sur cette campagne présidentielle, même si elles sont fausses quelque part. Hein. Ça, c'est le sondage pour les résultats qu'on va revoir tout à l'heure du premier tour. Mais on voit qu'il y a un intérêt pour cette campagne. Mais on disait tout à l'heure. Comment trier les infos? Mais tout à l'heure, on disait que c'était une élection compliquée à couvrir, etc. Mais je voudrais avoir un côté un peu positif. C'est passionnant aussi. C'est quand même une matière. Si on aime la politique, si on aime la vie de nos sociétés, c'est aussi passionnant. Donc je comprends que les gens s'y intéressent. Peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Ça, c'est pas à moi de forcément en juger. Mais après, une notion de match, d'affaires, voilà, quelque part. Mais on est quand même sur on voit bien quand même qu'on est à un tournant. Dans l'histoire de la Ve République, on n'a jamais connu un événement, en tout cas une élection de cette nature. Donc c'est un tournant fondamental, donc je comprends l'intérêt, et notamment c'est un intérêt journalistique aussi. Alors comment éduquer les citoyens aux vraies ou aux fausses informations? On a commencé à l'évoquer. Qui croire? Peut-on faire confiance aux politiques, aux journalistes, aux juges également? Il y a une association qui se bat contre tout type de corruption. Elle défend avant tout, c'est ce qu'elle dit, l'intérêt des citoyens. Vous la connaissez, cette association, c'est Anticor. On a rencontré son délégué pour la Normandie. Il n'a pas souhaité donner son nom pour des soucis en fait de confidentialité et de sécurité également. Il le dit, de transparence, pour ne pas qu'on retrouve. Là, on faisait référence aux réseaux sociaux, son nom sur Internet et qu'on aille un peu voir d'où il vient justement. Hein. Mais écoutez ce qu'il dit à propos de la suspicion qui entoure les politiques à travers cette campagne. La question que tout le monde se pose pour commencer, est-ce que les élus sont tous corrompus? La réponse est non. À l'évidence, tous les élus ne sont pas corrompus et au contraire, une immense majorité d'élus, quelle que soit leur orientation politique, est honnête, remplit son mandat avec cœur et courage dans un certain nombre de cas et d'endroits. Il serait donc totalement faux de dire que tous les élus sont corrompus. Non, ça ne correspond pas à la réalité, en tout cas telle que nous la vivons aujourd'hui. On parle beaucoup des liens entre les politiques et leurs familles et les assistants parlementaires. Est-ce qu'il y a des arrangements entre proches, des arrangements entre amis en Normandie? Je ne peux pas vous le dire avec précision. Ce qu'on constate à titre général, en tout cas au sein de l'association Anticor nationalement, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de pratiques qui sont parfois, sans être totalement illégales, posent problème. C'est-à-dire qu'effectivement, on a parfois le discours suivant: embauche ma fille, j'embauche ton fils. Ce qui n'est pas en tant que tel condamnable. Là où il y a parfois problème, et un certain nombre d'affaires récentes semblent le prouver, c'est que la réalité du travail effectué n'est pas avérée. Là, il y a problème. Comment vous, à la tête de l'association, vous pouvez réagir justement? Quelle réponse vous apportez à cela? Eh bien, d'abord, encore une fois, de vérifier la véracité des informations que nous avons en notre possession. Ensuite, de nous adresser aux élus. Et effectivement, en tant que tels, nous sommes reconnus depuis le 1er janvier 2016 comme organisation représentative. Et nous pouvons, à ce titre, par exemple, saisir la haute autorité pour la transparence de la vie politique française, qui a à ce moment-là autorité pour diligenter une enquête, ou en tout cas une recherche d'informations sur un certain nombre de faits que nous aurions pu porter à leur connaissance. C'est important d'en prendre conscience, c'est ce que vous dites. La démocratie, et lorsqu'elle concerne l'utilisation finalement de l'impôt sous toutes ses formes, concerne tous les citoyens, tous les habitants de la cité. Et il faut dire que lorsqu'on considère que certaines actions ne correspondent pas forcément à l'intérêt général. Merci d'avoir répondu depuis le studio de Rouen à nos questions. On ne citera pas votre nom pour garder une confidentialité et puis une sécurité autour de cet entretien. Merci. Voilà, l'association Anticor dont on parle beaucoup au regard de certaines affaires en ce moment. La transparence, mais pas totalement finalement. Oui, mais on en parle beaucoup de cette transparence qui est voulue par tout le monde quand on écoute les discours des différents candidats. Ce qu'il disait en marge de cet entretien, c'est que 90% des dénonciations, il y a beaucoup de dénonciations en fait dans le milieu politique, n'aboutissaient pas forcément à des procédures. Nathalie Goulet, est-ce que c'est un monde dur, la politique, et injuste quelque part, et un monde de règlement de compte ?
Monsieur, j'ai déjà payé pour voir, hein, si vous voulez mon avis personnel et qui me concerne et pour ma part, j'ai déjà donné. Hein. Donc, puisqu'on m'a accusé d'avoir assassiné mon mari notamment, donc si vous voulez, de ce point de vue-là, j'ai mon opinion bien arrêtée. Mais ça, c'était plus la presse qui était en cause, en l'occurrence. Mais c'était la famille. Ça venait de politique, c'est ce que vous dites ? Sources, certainement. Non, ça venait de la famille, ça a été monté en épingle parce que ça faisait une jolie histoire. Enfin, une affreuse histoire, mais une histoire pour la presse. Enfin, je rappelle que vous avez été blanchi dans cette affaire-là. Bah, non seulement j'ai été blanchi, mais j'ai même pas jamais été mise en examen. Donc bon, mais il y avait rien forcément. Mais ceci étant, oui, c'est un monde difficile. Oui, il est encore même plus difficile pour les femmes. Oui, les gens sont sans foi ni loi. Oui, la parole n'existe plus ou pratiquement plus dans ce milieu. Et oui, chacun cherche sa minute de gloire. Et oui, c'est compliqué. Est-ce qu'on a le sentiment ici, je vais m'adresser aux journalistes qui sont sur ce plateau. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a passé des limites et que on est dans quelque chose qu'on n'avait jamais vécu auparavant sur l'image du politique en l'occurrence? Jean-Christophe Lallet. Je crois que il y a une inquiétude dans cette élection, c'est le score, enfin une inquiétude pour certains, c'est le score d'un parti classé très à droite. Donc c'est évident qu'il y a un sujet à partir de là d'un rejet. C'est une question de rejet, et notamment du rejet des politiques. Donc c'est clair que c'est très compliqué en prévision d'un résultat potentiel. C'est très compliqué la situation des politiques aujourd'hui, d'un système, d'un soi-disant système. La société a changé également. Thomas, pour France il y a des années, il faut rappeler qu'il y a un parlementaire sur 6 en France qui emploie un proche. On parle de François Fillon. La justice dira si c'est un emploi fictif ou non. Ça, c'est à la justice de le dire. Et si on prend Bruno Le Roux, il a employé ses filles également. Et c'était accepté d'une certaine façon. Il y a quelques années, on faisait et on fait travailler un proche, quel que soit le bord politique. Mais aujourd'hui, les gens ne l'acceptent plus pour différentes raisons, parce que ça se passe différemment dans d'autres pays, parce qu'il y a une crise économique, etc. Pour différentes raisons. Ils ne l'acceptent plus ou est-ce qu'ils ne le savaient pas? C'est la question. Est-ce qu'ils n'étaient pas intéressés à cette question? Nathalie Goulet, justement. Est-ce que vous dites que ça a toujours eu cours, ces pratiques, et finalement on mettait un mouchoir dessus quelque part? Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que le besoin de transparence, les lanceurs d'alerte, les associations citoyennes sont une pratique nouvelle depuis 5 ou 6 ans. Que Cahuzac a été un tsunami dans le monde politique qui a énormément fait évoluer les choses et provoqué cette loi sur la transparence qui était nécessaire. Et la transparence légitime qu'on réclame aujourd'hui n'était pas du tout le système il y a 5 ou 10 ans ou même il y a 15 ans. Moi, j'ai travaillé avec mon mari et j'ai travaillé, tout le monde le sait, sinon je ne serais pas où je suis aujourd'hui. L'épouse de Hervé Moret, sénateur de l'Eure, travaille du matin au soir, tout le monde sait qu'elle travaille. Et chacun organise sa vie professionnelle. Si aujourd'hui, il faut arrêter les emplois familiaux, arrêtons-les, et puis c'est tout, puisque la suspicion est tellement importante. Christophe Boutin. Je crois qu'il y a un problème qui est la confusion entre transparence et corruption, et la course vers une transparence tout azimut, à laquelle on n'aboutira jamais. Les emplois familiaux, c'est une chose. Et alors? Et le parlementaire qui emploie son giton ou sa maîtresse, qu'est-ce qu'on en fait? Mais la question, c'est est-ce que demain, on passe encore par la loi pour interdire l'emploi d'un proche comme interdire la corruption, oui, mais la transparence absolue. La transparence, par exemple, je prends un exemple qui est ce que possèdent nos candidats à la présidentielle. Est-ce que savoir que telle ou telle personne a une voiture, une maison, est-ce que ça va... intéressant. Dans un pays où on ne le dit pas vraiment, c'est l'honnêteté qui compte finalement plus que la transparence, mais entre nous, on le dit peu finalement. Les gens le disent peu et se confient peu là-dessus. C'est intéressant ce que vous dites, simplement, puisque on va sur ce terrain-là. Nathalie Goulet, en septembre 2014, je m'excuse de rappeler cela, mais vous avez été la première parlementaire à publier votre patrimoine. Publié ma déclaration, oui. Bon, alors certains ont parlé de voyeurisme, simplement. Vous avez dit, voilà, je possède un studio de 23 mètres carrés dans le 7e arrondissement, que je m'apprête à vendre, 213 000 €, une maison dans l'Orne d'une valeur de 200 000 €, une Peugeot 307, et voilà, une Peugeot 307 d'une valeur de 4 000 €, une Renault Laguna estimée à 20 000 € et des bijoux pour 130 000 €, c'est ça? Oui. Voilà, ça a changé? Je m'excuse cette question, mais ça a changé. C'est en 2014. Qu'est-ce qui a changé? Votre déclaration de patrimoine. Oui.
Oui, j'ai vendu ma Rolex. Mais d'ailleurs que mon assistante avait écrit avec 2 L, vous voyez comme quoi. Donc non, mais très sérieusement. Mais si vous deviez refaire cette déclaration de patrimoine, déjà, est-ce que vous la faites? Mais je l'ai refaite. Vous l'avez refaite? Oui, ça a été modifié par rapport à ce que vous aviez déclaré? Sur le patrimoine, j'ai vendu le studio qui était en vente. Oui, j'en ai un peu moins cette fois-ci, oui. D'accord. Est-ce qu'il faut aller jusque-là dans la transparence? Est-ce que ça peut rassurer les électeurs, c'est ça? Mais c'est Transparency qui voulait. Ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir le patrimoine au début du mandat et le patrimoine à la fin du mandat pour que les gens soient sûrs qu'on n'utilise pas le mandat pour s'enrichir. Et ça, c'est complètement légitime. À l'époque, en 2014, Transparency International, qui est une des autres organisations où là on connaît le nom et le visage des dirigeants, avait souhaité que des parlementaires... Oui, c'est vrai, pas les financements. Pas toujours les financements. Mais avait souhaité que les parlementaires publient. Bon, et moi, je voyais aucune objection à publier ma déclaration de patrimoine, donc elle est en ligne, et voilà. Mais c'est vrai que Madame Goulet c'est vrai que Madame Goulet l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que cette transparence à tout prix, on peut être très dubitatif, mais Madame Goulet l'a dit tout à l'heure, il y a eu des explosions, l'explosion Cahuzac, l'explosion Fillon plus récente. Donc c'est vrai que ça fait, je pense que Madame Goulet sera d'accord, ça fait très mal, quoi. Mais c'est une question d'honnêteté, de tromperie, là, finalement, pas de transparence. On est tous dans le même, on est absolument tous dans le même bain. Qu'il y ait une lutte contre la corruption, c'est bien évidemment nécessaire. Que la corruption soit strictement sanctionnée, c'est très bien. La proposition de Jean-Luc Mélenchon qui dit que, par exemple, une personne condamnée pour corruption doit être inéligible à vie, voilà qui paraît tout à fait ça. Mais la transparence vers un sur le changement des pratiques politiques, vers une moralisation de la vie politique. Nous sommes à la veille de ce premier tour de l'élection présidentielle, et puis il y aura les législatives derrière. Est-ce qu'on peut s'attendre les uns et les autres, puisqu'il nous reste un peu plus de 2 minutes pour conclure, à un grand chambardement politique, du paysage politique? Christophe Boutin. C'est déjà un chambardement. Au regard de tout ça. Hein, c'est déjà un chambardement complet. Ces événements. On nous avait vendu le bipartisme. Le bipartisme est en train d'exploser sous nos yeux. On nous avait vendu les primaires pour resserrer et éviter les candidatures dissidentes. Les primaires ont fait exploser en montrant qu'il y avait un gap phénoménal entre les électeurs et les élus dans chacune des 2 parties. Et enfin, on nous avait vendu les législatives après les présidentielles pour bénéficier d'un effet d'entraînement et éviter la cohabitation. Personne ne peut dire quelle majorité va se dégager. Donc on nous a vendu des choses qu'on n'aura absolument pas. Il y a 28 députés en Normandie, 15 dans l'ex-Haute-Normandie. Je viens vers vous dans un instant, Nathalie Goulet, 13 dans l'ex-Basse-Normandie. On a 19 députés sortants qui sont à gauche, 9 à droite. Tiens, je vais vous poser la question, Nathalie Goulet. Est-ce que demain, tout cet équilibre que l'on connaît aujourd'hui change? Je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je voudrais vous dire de façon très importante... Je pense que ça changera. D'abord, la règle du non-cumul va entraîner des difficultés, enfin des changements. Moi, je voudrais vous dire, ce qui peut changer la donne, c'est que le temps judiciaire colle un tout petit peu plus au temps médiatique, parce que vous avez des élus qui sont condamnés depuis très longtemps et qui continuent à siéger. Et il faut trouver un dispositif qui empêche ça, parce que ça nuit à la crédibilité de l'ensemble. Très bien. Ça, c'est très important. Les affaires dont on parle beaucoup, plus que les programmes, est-ce que c'est de la faute? Et puis on va voir qui sera le prochain président de la République, et après on va voir ce qui va découler pour les législatives. Si c'est Emmanuel Macron qui est élu, qui va se ranger derrière, entre le MoDem, le PS, enfin ça va être très compliqué. Et avec des vraies conséquences sur notre territoire, avec des questionnements sur les législatives et avec le non-cumul, des changements dans certains, des changements importants, certainement dans certains exécutifs locaux. Peut-être avec 3 présidents de départements qui ne seront pas les mêmes au mois de septembre prochain. C'est possible. C'est possible. C'est quelque chose qu'il faudra suivre. Merci à tous les 4. Merci Chenu avec un dernier dessin. Merci Philippe Thomas, Jean-Christophe Vallée, Christophe Boutin et Nathalie Goulet qui était avec nous pour cette émission. Duplex d'Alençon.